Alors, chers téléspectateurs, je le répète encore et je vais continuer à répéter cela. Nous sommes en direct sur des réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch et Twitter, qui est aujourd'hui appelé X, sous le nom de Direct TV Streaming. Mais aussi, vous pouvez nous écrire et nous appeler sur le nom qui est juste affiché au bas de vos écrans, que je vais dicter. Et nous avons le 098 26 10 210. 098 26 10 210. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre premier événement de la rubrique éphéméride. Pour le premier événement, nous avons le 7 août 1960. Quelle coïncidence! La Côte d'Ivoire déclare son indépendance de la France. La Côte d'Ivoire déclare son indépendance de la France. Tantôt, nous avons parlé de l'expression ivoirienne. Maintenant, là, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Alors, il est dit ceci, la colonisation de la Côte d'Ivoire par la France a commencé à la fin du 19e siècle. En 1893, la Côte d'Ivoire est devenue une colonie française après que la France ait progressivement établi son contrôle sur la région à travers une série de traités et des conquêtes militaires. Il faut savoir que l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été obtenue en 1960 sous la direction de Félix Houphouët-Boigny, qui est devenu le premier président du pays. Malgré l'indépendance, les liens économiques et culturels de la France sont restés forts, influençant encore aujourd'hui les relations entre les deux pays. Mais avant, nous allons pour plus de concrétisation, nous allons suivre un petit extrait de vidéo de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et nous allons revenir pour en commenter juste après. La Côte d'Ivoire a été une colonie française de 1893 jusqu'au 7 août 1960. Pendant les premières années de cette période, des mouvements de résistance contre les colons se sont formés, notamment celui mené par Samori Touré. En 1932, de nouvelles protestations émanent cette fois des propriétaires autochtones de plantations de café et de cacao. Ils disent être victimes de discrimination par rapport aux propriétaires européens. Leur chef est un certain Félix Houphouët-Boigny, l'homme clé des décennies suivantes. En 1944, il fonde le syndicat des planteurs africains. Il est considéré comme charismatique et donc dangereux par Paris. Mais progressivement, il se rapproche de la France et devient même ministre du gouvernement français en 1956. Au moment de l'indépendance, 4 ans plus tard, il décide de garder des relations très étroites avec Paris. C'est l'époque de la guerre froide et il choisit clairement son camp. On lui prête l'invention du terme France-Afrique qui, au départ, selon lui, soulignait les liens très forts entre les deux entités. Au fil du temps, la signification de ce terme a évolué. Désormais, il désigne plutôt les relations opaques et malsaines qui peuvent exister entre Paris et certaines élites africaines dans les anciennes colonies françaises. Ici, à l'image, on voit Félix Houphouët-Boigny dialoguer avec Jacques Foccart, l'homme qui incarnera la France-Afrique à l'Élysée sous différents présidents. À l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny instaure un régime à parti unique. Pendant 3 décennies, le développement économique est réel, mais ensuite, il sera freiné par la chute du prix du café et du cacao sur le marché mondial. Félix Houphouët-Boigny dirige le pays avec fermeté et ce n'est qu'en 1990 qu'il instaure le multipartisme. Il meurt 3 ans plus tard. Depuis son décès, la Côte d'Ivoire a connu plusieurs moments de grande tension et notamment la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts. Aujourd'hui, la croissance économique est de retour, mais le climat politique n'est pas entièrement apaisé. Alors, chers téléspectateurs, c'était juste un petit extrait de l'indépendance, de ce qui s'est passé le 7 août 1960, lors de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quelle coïncidence! Nous aussi, nous avons eu notre indépendance le 30 juin, bien sûr, les mois et le jour qui diffèrent, mais la même année que la Côte d'Ivoire. Quelle coïncidence en tout cas. Mais il est dit aussi que la politique, le système politique colonial français était basé sur diviser pour mieux régner. Pour eux, quand ils divisaient, ils régnaient mieux. Que pensez-vous peut-être de cette politique-là? Donc, au Kabola Batupo, au Konza. Donc, vous séparez les gens au Konza bien. Chers téléspectateurs, pardonnez-moi pour mon français parce que là, depuis que Alain est en train de me regarder, depuis que j'ai commencé à parler le lingala ce matin, il ne fait que me critiquer, je ne sais pas parler lingala. À vous de juger, donc laissez des commentaires pour juger mon lingala et lui faire comprendre que je sais parler lingala. Naïevi koloba lingala. Alors, moi, ce qui est vrai de mon côté, je ne suis pas fort en politique. Mais, ah oui, hein, moi je ne m'intéresse même pas à ça. Que ça soit Yabiso, que ça soit Abapaï.
Wow. Je ne m'intéresse pas à ma politique. Mais vous êtes compatriote, vous devez un peu vous intéresser à la politique, savoir ce qui se passe. Mais nous vivons dans un monde où peut-être démocratique, mais vous ne voulez pas que les gens parlent la vérité. Alors, pour éviter, alors mieux vaut que je me taise. Mieux vaut que vous taisez. Ah là là. En tout cas, c'est le cas de plusieurs qu'on a reçu, le cas de plusieurs. Parce qu'il y a de ceux qui ne veulent même pas entendre le mot politique pour eux, surtout qu'ils vivent dans des conditions comme dans notre pays, c'est avec la politique de la RDC. Les gens mais s'il faut parler des diriger pour mieux régner, on a tout dit que la politique est amabée. C'est-à-dire, on a tellement pire, mais mon boyer pour régner bien, il faut qu'à Boulangana non. Mais on peut régner, mais biso tout ça na bomoko na biso. Tu vois? Donc mais yo régner na yo. Mais biso tout tika na bomoko. Mais pourquoi nous séparer pour que yo régner? Parce que il est dit que leur politique, c'est diviser pour mieux régner. Donc pour eux, ils mettent des malentendus entre les personnes pour les diviser. Parce que pour diviser les personnes, il faut qu'il y ait un malentendu entre bango, incompréhension entre bango. Mais en même temps, les pays africains, tous comprendre les karaté. Tous comprendre les karaté. Et puis tous tika la kaka, le quoi baoum na bango. Et puis imagine-toi, ça fait combien d'années aujourd'hui bango a autre chose indépendant, depuis besoin indépendance, na biso. Ça fait combien d'années? Mais jusqu'à présent. Et mboka oyo tenir ata mokiete na biso lokwa mboka monene boye Congo mais biso to ala lokwa bato mo boye to ala nsima la bango. Mais aussi on m'a soufflé un truc qui m'a aussi intrigué en disant que la Côte d'Ivoire a été colonisée par la France, mais le bac français bien fait. Biso ba pesi biso to ça deuxième pays francophone au monde qui parle bien à terme la popularité et puis et na prononciation au bango moko il paraît va coloniser les français mais sur le bango surtout dans la série Ma Famille. En tout cas, pour ceux qui connaissent la série Ma Famille, vous saurez de quoi nous parlons. En tout cas, les Ivoiriens côté français. Nous savons de quoi il s'agit. Alors, c'était ça pour le premier événement, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ils ont obtenu leur indépendance après plusieurs tracasseries, après plusieurs débats, après plusieurs... En tout cas, c'est presque pareil dans tous les pays africains qui ont reçu ou obtenu leur indépendance. Il paraîtrait, en fait, on dirait que les Français ou les Blancs ne voulaient pas céder les territoires africains aux Africains. Ah oui. Pour eux, ils voulaient toujours maintenir leur... Vous parlez de l'indépendance, mais vous êtes toujours là. On parle de la cohabitation, on parle des négociations, des échanges. Mais pourquoi cohabiter, pourquoi vivre toujours avec nous? Pourquoi rester là? Parce qu'on est déjà indépendant. Rentrez chez vous. Mais si tout le monde commence à penser de rentrer chez vous, parce que dernièrement, la France elle-même, avec leur élection présidentielle, il y a eu un parti qui, pour eux, c'était que les étrangers devaient rentrer chez eux. Mais si tout le monde commençait à décider que chacun reste dans son pays, vous ne pensez pas qu'il y aurait plus d'échanges? Ça peut peut-être nous épargner de certaines choses. Oui, mais comme on le dit si bien, il y a une bonne chose et il y a une mauvaise chose. Donc, il y a des avantages et des désavantages. Ah oui. Vous ne pensez pas que si nous faisons la balance des choses, les désavantages seront plus grands que les avantages? Je ne pense pas. Parce que nous savons très bien, dans notre pays, il y a un problème de la production. Donc, nous importons plus que nous exportons. Alors, si tout le monde, on devait rester entre nous. On devait rester entre nous et les étrangers entre eux. Vous pensez moi, je pense qu'ils ont encore un quatre côté production. Pour ceux qui ont quatre concentrés, de se concentrer, ça la bataille. Ah là 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 là. Donc, c'est là de se concentrer. Affaire Yabilanga Kaka, pour ne pas aller loin. Affaire Yabilanga Kaka, tout l'ona pena, tout l'ona. Et là, ça là, le force, il y a des Chinois. Comprendre? Parce qu'aujourd'hui, la Chine, c'est le deuxième pays dans le contexte économique. Ah oui, du monde, oui, le deuxième pays puissant.
Alors, ce serait vraiment intéressant. On essaierait de balancer pour voir les avantages et les désavantages qui vont survenir si les étrangers rentraient chez eux et nous restions entre nous Congolais. Mais vous savez que c'est... Mais on n'est pas xénophobe. Hein. Ce n'est pas que Batouba soit un angle moro anaté. Par rapport, exemple, par rapport à l'isolo. Oui, on n'est pas xénophobe. Toboy bangote. Mais tu lobby par rapport à l'isolo. Parce que nous aussi Congolais, nous sommes dans les 4 coins du monde, nous sommes partout. Bangote, 4 coins du monde, on a bazapia. Oui, donc si vous dites qu'eux doivent rentrer chez eux, ça veut dire que les Congolais qui sont à l'extérieur doivent... Mais chez eux, les Français là, bango ne babanda ke loko non, on continue. Ah. Et bien chez bango. Alors, chers téléspectateurs, c'était ça pour le premier événement de la rubrique éphéméride. Nous allons passer à notre deuxième événement de la rubrique éphéméride qui est intitulé « Le 7 août 1998, des attentats à la bombe contre les ambassades américaines à Nairobi, au Kenya et à Dar es Salaam ». Alors, il est dit ceci, le 7 août 1998, les attentats à la bombe ont frappé les ambassades américaines à Nairobi, au Kenya et à Dar es Salaam en Tanzanie, causant la mort de 224 personnes et en blessant des milliers. Ces attaques terroristes ont été orchestrées par le groupe Al-Qaïda, dirigé par Oussama Ben Laden, dans le but de protester contre la présence militaire américaine au Moyen-Orient et de promouvoir leur cause djihadiste. Alors, chers téléspectateurs, c'est djihadiste et non djihadiste, parce qu'on entend souvent les personnes dire djihadiste, c'est djihadiste, s'il vous plaît. Alors, monsieur Serge, bon, nous n'allons pas ignorer que nous connaissons, mais malgré que nous ne sommes pas des Américains ni des Pakistanais ou Pakistanaises, nous connaissons quand même l'histoire de Oussama Ben Laden. On a même fait... Viens, on a eu c'est un pire esprit. Oyoka qui est kaka. Oyoka Sango. En tout cas, nous allons juste un peu parler de Oussama Ben Laden. Alors, Oussama Ben Laden, né le 10 mars 1957 à Riyad, Arabie Saoudite, est mort le 2 mai 2011 à Abbottabad, au Pakistan. Abbottabad. C'est une ville du Pakistan. Tué par les forces spéciales américaines et est un djihadiste, donc djihadiste. Et être djihadiste, c'est quoi? C'est une idéologie politique, un État islamique ou de rétablir un califat. Il faut aussi noter qu'il était le chef du réseau terroriste Al-Qaïda. Il est responsable des attentats du 11 septembre commis aux États-Unis, où il y a eu 4 bombardements successifs aux États-Unis, et il a été classé en 19... C'était en 2011, hein? Oui, 2011, le 11 septembre 2011, comme les Américains aiment bien, ils intitulent ça 11 septembre. Okay. En septembre, il y a eu 4 bombardements successifs en moins de 2 heures aux États-Unis, et il était à la tête de ces attentats-là. Et il a été classé en 1998 comme le premier criminel le plus recherché, parmi les 10 criminels les plus recherchés. Déjà, il commençait depuis 1996. 96. Oui, wow. Et il a été classé parmi les 10 criminels les plus recherchés du monde. Plutôt. Et il a été tué par des forces spéciales des Américains. Et il faut dire aussi que Oussama Ben Laden, pour lui, ces attentats-là étaient comme un signe religieux. Okay. Parce que la présence pour lui la présence militaire sur sa terre était comme on considère une terre sainte au Pakistan, était comme injurier sa religion. Et pour pouvoir montrer aux Américains que non, ils ont insulté sa religion, il a eu à bombarder les États-Unis. Exactement. Alors, vous nous avez parlé aussi dans les éphémères. Bien sûr, vous n'aimez pas la politique, vous n'aimez pas la politique, mais vous nous avez quand même donné un commentaire sur la politique des Français qui était de diviser pour mieux régner. Mais par rapport à la conception d'Oussama Ben Laden, bombardé juste parce que pour lui, on a eu à entraver les lois religieuses vu qu'il y avait la présence militaire sur sa terre. Vous ne pensez pas que c'est une mauvaise chose parce qu'il y a eu des milliers de morts, 4 bombardements en moins de 2 heures?
moi je pense que wana toro kenon na ndenge biso bakinois toloba abeta libanda. Abeta libanda dans le sens que les expressions congolaises, en tout cas le Congo avec leur expression. Abeta libanda dans le sens que comment se fait-il que trouver chose anormale, le fait à un militaire étranger chez vous. Alors, à l'amiable, pourquoi, tout ça, vous trouvez solution, mais pourquoi vous venger là, les 4 immeubles et s'écroula, et puis plus de des milliers de morts, combien de familles te perdent? Il y a même des Congolais qui sont morts dans peut-être à l'enfant de la peine à immeuble et arrivé que tant que c'est écroulé, il y a une carte. On ne peut pas. Parce que lui, selon lui, vu que l'Israël était plus protégé, le Pakistan délaissé et qu'il y avait la présence des militaires américains, pour lui c'était vraiment comme une partie prise. C'était comme un parti pris par rapport aux Israélites. Alors, il a voulu démontrer son mécontentement. Est-ce que cette manière d'agir, pour lui, vu que c'est un djihadiste, c'est un groupe de terroristes, et pour eux, la seule façon, c'est une politique de violence. Et chez eux, ils prônent, c'est une idéologie qui est un mouvement, une conception de personnes. Et nous en avons parlé précédemment dans d'autres émissions, qu'une idéologie, c'est ce qui nous conduit. Une idéologie, c'est ce qui nous conduit à mener notre vie. Et pour eux, c'était la violence, rien. Pour maintenir leur religion, l'islam, ils devaient agir par la violence. Et donc pour eux, le seul moyen d'éradiquer cela ou de montrer leur mécontentement était d'agir par la violence. Et donc c'est en quelque sorte... Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise manière d'agir? Très mauvaise manière. On peut emprunter d'autres chemins. On ne peut jamais encourager ce genre de bêtises. Très mauvaise manière. Moi, je ne peux jamais encourager. Oui, tant qu'il y avait des morts, je ne peux jamais encourager. Wow. En tout cas, les morts, mais on peut pas toujours se dire qu'il n'y aura pas de morts, parce que quand il y a la guerre, il y a le mécontentement, il y a de... Mais ça, il n'y avait pas la guerre. Il n'y avait pas la guerre. Lui, il voulait revendiquer. Oui. Mais de quelle manière? Tu vois? De quelle manière? C'est ce qu'on disait, une idéologie. C'est selon leur idéologie. Pour eux, c'est la violence. Donc pour eux, pour se revendiquer, il faut toujours faire ça. La violence, parce que c'est ce que leur idéologie prône. La violence, en quelque sorte, entre guillemets, la brutalité. Pour eux, ils se disent que les gens entendent que par la violence. Par la violence. Mais malheureusement, après avoir agi comme ça, il a été classé parmi les 10 criminels le plus recherchés du monde. Le plus recherché du monde. Et il voulait... Et malgré qu'il est mort, est-ce que les djihadistes sont toujours là? Il y a deux camps. Il y a deux camps qui se sont formés. Parmi les islamiques, il y a eu deux camps. Il y a ces personnes qui disent qui étaient comme leurs héros. Ils les prennent pour les héros qui a eu à dire à haute voix ce que les autres ne disaient pas. Bien sûr par le bombardement et autres. Mais aussi les autres, il y a un autre cas qui disait que non, ils ne pouvaient pas faire ça. Ils ne pouvaient pas agir de cette manière-là. Il y avait d'autres manières qu'on pouvait recourir pour arranger les choses. Mais aussi on a remarqué que tout le bombardement avait lieu toujours le vendredi. Est-ce que parce que le jour des cultes pour eux? Pour eux, en quelque sorte. Et c'est parce que sabbat, c'est pour les juifs, sabbat c'est le samedi. Pour les juifs, nous les chrétiens, c'est le dimanche. Les dimanches, et pour eux c'est le vendredi. C'est le vendredi. Donc les bombardements, ils choisissaient les jours qui est le vendredi pour pouvoir bombarder. Mais vous pensez, nous allons un peu aller dans un autre contexte. Nous allons mettre entre parenthèses le contexte politique, mais que nous les chrétiens, vu que vous êtes chrétiens, donc vous pouvez là vous avez parfaitement raison, parce que eux ils restent dans les principes, mais pendant que chez nous il y a les infiltrés. Dans le christianisme il y a les infiltrés, il y a des pasteurs, des prophètes qui sont là pour salir l'image des bons pasteurs, quoi. Exactement. Tu vois? Il y a des bons pasteurs dans ces pays. Il y a des vrais pasteurs. Il y a des vrais prophètes. Autant on va prophétiser le et c'est réalisé. Prophétiser pour Namboka et c'est réalisé après battant.
Il y a ma précision. Mais il y a aussi les infiltrés qui ne sont pas enseignés, qui ne sont pas encadrés, mais se retrouver dans le milieu. Maintenant, il faut maintenant que les vrais agissent. Oui. Pour que les faux soient écartés. Et qu'on les découvre. Ah oui, mais pendant les faux commencent à prendre les devants. Tu vois, donc ce que tu as faux. Tribunal. Merci beaucoup, M. Serge, pour votre intervention. Alors, juste rappeler à nos chers téléspectateurs qu'aujourd'hui, c'est le 7 août et c'est la journée internationale de l'éducation. Donc, l'éducation, aujourd'hui, on célèbre l'éducation de nos jeunes, des enfants aujourd'hui. Alors, nous allons juste, parce qu'il est dit qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est la journée internationale de l'éducation. Et il faut savoir aussi que les jeunes sont les principaux acteurs de l'adoption et du développement de nouvelles technologies. Ils sont le moteur des tendances numériques et de l'innovation à l'échelle mondiale.